Mon entreprise a organisé une fête. J'ai emmené mon mari avec moi. Mais à la fin de la soirée, il est parti avec une femme plus jeune. Avant de sortir, il m'a jeté un billet de $100 et a ri, je suis monté en gamme. Le lendemain matin, quand la porte s'est ouverte, son visage est devenu blême. Certains mariages se terminent par une signature. Le mien s'est terminé par un billet de $100 glissant sur une nappe en lin, jeté par l'homme que j'avais aimé pendant 18 ans devant 300 personnes qui comptaient pour ma carrière. Il a souri en le faisant. C'est la partie dont je me souviens le plus. Pas l'argent, pas les chuchotements qui ont suivi, mais l'aisance de son sourire, comme s'il avait attendu des années la permission de m'humilier en public. J'ai ramassé le billet, je l'ai lissé entre deux doigts et je l'ai mis dans ma poche. Je ne savais pas encore qu'il survivrait à notre mariage. Le gala du 40e anniversaire de Northbridge était le genre de soirée que j'avais passé 6 semaines à construire, heure par heure, jusqu'à ce qu'elle ressemble moins à une fête qu'à une structure que je soutenais de mes propres mains. J'avais arrangé moi-même le placement des investisseurs, parcouru la salle de bal 2 fois pour vérifier les lignes de vue vers la scène, et réécrit mes remarques 3 fois pour qu'elles tombent parfaitement justes, car dans 4 jours. Le conseil d'administration annoncerait une expansion qui pourrait doubler la taille de l'entreprise à laquelle j'avais donné la moitié de ma vie d'adulte. Je voulais que la soirée soit impeccable. Je voulais que Tyler soit là, assis près de moi, traité comme le mari de quelqu'un d'important. J'aurais dû le remarquer plus tôt. Je l'ai remarqué, si je suis honnête avec moi-même maintenant. Je n'ai simplement pas laissé cette observation devenir une certitude. Tyler a ajusté sa cravate au moment où Chloé Bennett est entrée, un petit geste inconscient que je l'avais vu faire devant des clients importants. Jamais auparavant devant une consultante en communication de 29 ans dans une robe noire. Il ne m'a pas présenté aux personnes qui se tenaient près d'elle. Lorsque la femme de notre directeur financier m'a demandé ce que je faisais dans l'entreprise, Tyler a répondu avant que je ne le puisse, me qualifiant de côté opérationnel des choses, comme si je n'avais pas passé une décennie à construire les systèmes qui permettaient de payer 1200 employés. Chloé l'appelait par un surnom que je n'avais jamais entendu. Il riait de ce qu'elle disait et me regardait à peine de l'autre côté de la table. Et j'étais assise là, dans la robe que j'avais choisie pour cette pièce exacte, à calculer combien de personnes regardaient. Je n'ai pas fait de scène. Ce n'est pas qui je suis, et ce n'allait pas devenir qui j'étais ce soir-là. Pas avec des donateurs qui tournaient et un accord en jeu dont dépendaient des milliers d'emplois. J'ai terminé mes conversations. J'ai remercié le quatuor à cordes. J'ai souri aux gens qui avaient besoin de me voir sourire. Et puis, vers la fin de la soirée, Tyler s'est approché avec Chloé un demi-pas derrière lui et m'a dit sans aucun préambule qu'ils partaient ensemble pour un bar du centre-ville. « Tu rentres à la maison ce soir ?» lui ai-je demandé. J'ai gardé ma voix égale. Je voulais une réponse, pas une scène. Il ne m'en a pas donné. Au lieu de cela, il a ouvert son portefeuille, en a sorti un billet de $100 et l'a posé sur la table devant moi comme s'il donnait un pourboire à une serveuse qui avait été lente avec sa boisson. « Prends un taxi », a-t-il dit. Puis il a regardé Chloé et il a souri comme il souriait autrefois quand nous étions jeunes, fauchés et certains que nous nous en sortirions ensemble. Je suis monté en gamme. J'ai entendu le silence se propager depuis notre table avant d'entendre quoi que ce soit d'autre. Des conversations qui mouraient en milieu de phrase. Une fourchette posée trop soigneusement, le souffle de quelqu'un qui se coupe. J'ai ramassé le billet. Je l'ai aplati entre mes doigts comme on aplatirait un reçu que l'on a l'intention de garder. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais construit une vie et j'ai dit la seule chose qui me semblait vraie. Alors assure-toi que tu peux te permettre la montée en gamme. Tyler a ri. Il a vraiment ri, bas et satisfait de lui-même, comme si je lui avais donné exactement la réaction qu'il espérait. L'épouse blessée ravalant sa fierté, le laissant sortir la tête haute, la mienne en morceaux sur le sol. Il s'est retourné et est parti avec Chloé à son bras. Et je les ai regardés traverser la salle de bal, passant devant des gens qui me connaissaient depuis 15 ans, passant devant la vie que j'avais passée à construire brique par brique pendant qu'il se disait qu'il avait construit la sienne tout seul. J'ai terminé la soirée. J'ai dit au revoir aux derniers invités, remercié le personnel de l'hôtel, m'assurant que les chiffres de clôture de la nuit étaient solides. Puis je suis monté dans la petite suite de bureaux que je gardais pour des événements comme celui-ci, et je me suis assise au bureau, toujours en talons, tenant toujours ce billet de $100 comme s'il pouvait me dire quelque chose si je le regardais assez longtemps. Mon téléphone s'est allumé.
Un message de Martin Cole, l'auditeur jury comptable que le conseil d'administration avait discrètement fait venir 3 semaines plus tôt pour examiner une série de paiements irréguliers de fournisseurs liés au contrat de consultant de mon mari. Nous avons trouvé les paiements manquants. Votre mari a autorisé chacun d'entre eux. J'ai posé le téléphone à côté du billet et je suis resté assise là un long moment dans le silence, écoutant le bourdonnement du système de ventilation de l'hôtel, sentant quelque chose dans ma poitrine se calmer plutôt que de se briser. Tyler pensait qu'il avait mis fin à notre mariage cette nuit-là. Ce qu'il avait réellement fait, c'était de supprimer la dernière raison que j'avais de le protéger. Je suis rentré seul en voiture cette nuit-là, les fenêtres entr'ouvertes, laissant l'air froid d'octobre faire quelque chose que le silence dans la voiture ne pouvait pas faire. 18 ans se compressent étrangement quand un mariage se termine. On ne les revit pas dans l'ordre. On obtient des fragments. L'appartement que nous ne pouvions pas nous permettre dans la vingtaine. La table pliante que nous utilisions comme bureau avant que Tyler ait un bureau ou en mettre un. La façon dont il m'appelait à minuit juste pour me parler d'une idée, à bout de souffle, comme si j'étais la seule personne dont l'opinion pouvait la rendre réelle. C'est moi qui lui ai ouvert des portes dans ses premières années. Je l'ai présenté à 3 de ses 5 premiers clients. J'ai couvert l'hypothèque pendant 2 ans alors que Murphy Strategic Logistique perdait encore de l'argent et je n'en ai jamais parlé lors des dîners, car je comprenais déjà à l'époque que Tyler avait besoin de croire que son succès était entièrement le sien. Je me disais que c'était de la générosité. Avec le recul, je pense que c'était quelque chose de plus proche de la gestion, lissant son ego pour que le mariage puisse continuer à fonctionner. Quelque part en chemin, l'histoire a changé sans que je remarque la modification. Tyler a cessé de dire « nous avons construit cela » et a commencé à dire « j'ai construit cela ». Il disait à ses nouvelles connaissances qu'il était parti de rien, que j'avais de la chance d'avoir atterri dans un endroit stable. J'ai laissé passer parce que le corriger publiquement me semblait mesquin, et parce qu'une petite partie fatiguée de moi avait commencé à croire que maintenir la paix valait plus que de rétablir les faits. Les signes étaient là depuis des mois avant le gala, si je suis honnête. Tyler a changé le code d'accès de son téléphone au printemps et en a fait une blague quand je l'ai remarqué, disant juste qu'il renforçait la sécurité. De l'argent a été retiré de notre compte joint en des montants qui ne correspondaient à rien de ce dont nous avions discuté. Il a fait des voyages d'affaires avec des frais d'hôtel qui remontaient à des adresses à 20 minutes de notre maison. Les factures de son entreprise à Northbridge augmentaient trimestre après trimestre, et une poignée de nouveaux fournisseurs sont apparus dans les registres avec des adresses qui ont fait clignoter en rouge les feuilles de calcul de notre équipe financière. Je veux être clair sur quelque chose, car j'ai retourné cela dans ma tête une centaine de fois depuis, je ne suis pas allé fouiller par jalousie. J'ai remarqué parce que les chiffres ne collaient pas, et les chiffres étaient mon travail bien avant que Tyler ne soit mon mari. Lorsque notre service financier a trouvé des frais non justifiés liés à son contrat, je me suis complètement retiré de l'examen. Je n'allais pas être celle qui auditait son propre mari. Le conseil d'administration a fait appel à Martin Cole, indépendant, non affilié, le genre d'homme qui construit un dossier à partir de documents plutôt que d'instinct. Martin m'avait envoyé un résumé préliminaire une semaine avant le gala. Je ne l'avais pas ouvert. Une partie de moi, celle qui voulait encore croire que Tyler pourrait rentrer à la maison un soir et me dire la vérité lui-même, attendait qu'il me donne une raison de ne pas en avoir besoin. Il m'a donné une raison différente à la place. Je me suis assise à mon bureau cette nuit-là, toujours dans ma robe, et j'ai ouvert le dossier que j'évitais depuis une semaine. Il a fallu moins de 20 minutes pour comprendre la nature de ce qu'il avait fait. Tyler avait créé une société écran appelée Bennett Vendor Solutions, enregistrée au nom du frère de Chloé. Northbridge avait payé près de 480 000 $ pour des services qui étaient soit gonflés, soit jamais rendus. Une partie de cet argent était allée directement sur le compte payant le loyer de l'appartement de Chloé, celui avec la vue sur la rivière, celui où je n'avais jamais été invité. Et enfoui dans une pile de formulaires d'autorisation, se trouvait ma signature copiée sur un document que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est la partie qui a changé quelque chose en moi. La liaison était son fardeau. Mais il avait utilisé mon nom, le nom que j'avais passé 20 ans à bâtir une réputation autour, pour dissimuler une fraude. Il n'avait pas seulement trahi notre mariage. Il avait fait de moi une complice involontaire de sa propre malhonnêteté. J'ai appelé Evelyn Grant. Elle était la directrice juridique de Northbridge depuis aussi longtemps que j'y étais cadre. Et plus que cela, elle était le genre d'amie qui ne m'a jamais demandé de jouer mes sentiments pour son bénéfice. Retire-moi de tous les documents où il a utilisé mon nom, lui ai-je dit. Préserve les preuves. Suis la loi.
Ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais. Et le mariage? A-t-elle demandé, non sans gentillesse. J'ai sorti le billet de $100 de la poche de mon manteau et je l'ai posé sur le bureau devant moi, l'aplatissant à nouveau par habitude. Cette décision a été prise pour moi ce soir. Evelyne est restée silencieuse un moment, puis m'a dit quelque chose qui a fait légèrement basculer le sol sous mes pieds. Le conseil d'administration avait déjà prévu que Tyler se présente à Northbridge le lendemain matin à 8 heures, s'attendant à une conversation de routine sur le renouvellement de son contrat. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai regardé le billet sur le bureau, puis l'horloge. Il était presque 2 heures du matin et quelque part à travers la ville, Tyler était probablement en train de dire à Chloé à quel point la soirée s'était bien passée, avec quelle facilité il avait finalement coupé le cordon. Ne lui dis pas que je serai là, ai-je dit. Tyler s'est présenté à Northbridge le lendemain matin dans un costume sombre qu'il réservait habituellement aux réunions de clôture, le genre de costume qui vous disait qu'il s'attendait à repartir avec un renouvellement signé à la main. Il n'était pas rentré la nuit précédente. Il m'avait appelé 4 fois entre minuit et 7 heures, et j'avais laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale, regardant le téléphone s'allumer sur le comptoir de la cuisine pendant que je buvais un café que je ne goûtais pas. Il croyait toujours que le gala avait tourné en sa faveur. Chloé lui avait dit qu'il avait l'air fort en sortant de cette salle de bal, décidé, le genre d'homme qui ne s'excusait pas de vouloir plus. Il a supposé que je passerais quelques jours à bouder puis que je reviendrais à la raison comme je l'avais toujours fait avant, arrangeant les choses pour que le ménage puisse continuer à fonctionner. Il n'avait aucune idée que revenir à la raison n'était plus une catégorie de comportement qui m'était accessible. À la réception, il a demandé mon bureau directement. Mon assistante lui a dit poliment que sa réunion était dans la salle de conférence 4. Tyler n'y a pas réfléchi à 2 fois. Il a supposé que c'était le renouvellement de contrat habituel, la même salle qu'ils utilisaient toujours pour les affaires de fournisseurs. Il a même envoyé un texto à Chloé depuis l'ascenseur. Quand la porte s'est ouverte, il a trouvé autre chose qui l'attendait. J'étais assise en bout de table. Evelyne était assise à ma droite. Martin Cole avait 3 épais dossiers alignés devant lui. Nathan Brox et 2 membres du conseil d'administration étaient assis le long du côté opposé, et l'avocat externe de Northbridge occupait le siège le plus proche de la porte, comme s'il était positionné pour s'assurer que personne ne parte avant la fin de la réunion. Un écran au bout de la salle affichait un organigramme des paiements, des flèches traçant l'argent de Northbridge à travers un labyrinthe de comptes, et devant moi, lissé sur la table, se trouvait le billet de $100. Le visage de Tyler a changé au moment où il a pris conscience de la pièce. Pas de la peur, encore, quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Le regard d'un homme qui recalcule en temps réel. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « La partie de la soirée que tu n'es pas resté assez longtemps pour voir, ai-je dit. » Nathan a ouvert la réunion formellement, expliquant qu'il s'agissait d'une session d'enquête concernant des irrégularités dans le contrat de Murphy Strategic Logistique. Martin a exposé les conclusions méthodiquement, sans théâtralité, comme le fait toujours un bon auditeur. Des factures en double, des frais de transport pour des expéditions qui n'ont jamais existé. Une entité fournisseur remontant aux frères de Chloé, un flux de paiement alimentant un bail d'appartement, et une signature de ma part que je n'avais jamais produite. Tyler s'est tourné vers moi, quelque chose de désespéré s'insinuant dans sa voix. L'entreprise a enquêté sur son argent, ai-je dit. Tu étais simplement là où l'argent menait. Il a brièvement tenté de recadrer toute la salle comme quelque chose de personnel, que je le punissais pour être parti avec une autre femme, que c'était une vengeance déguisée en diligence raisonnable. Je n'ai pas discuté avec lui. J'ai fait un signe de tête à Martin, qui a joué un court enregistrement tiré de la ligne des fournisseurs de l'entreprise, la voix de Tyler sans équivoque, instruisant un comptable de changer la description sur une facture pour qu'elle passe l'examen sans question. La pièce est devenue silencieuse d'une manière différente de celle du gala. Ce silence-là avait été le choc. Celui-ci était le verdict. Tyler est resté très immobile un moment, et j'ai vu quelque chose se vider de sa posture, la confiance qu'il avait portée en entrant dans la pièce comme un second costume. Quand il a finalement parlé, sa voix avait perdu son tranchant. « Tu vas me détruire », a-t-il dit doucement, presque pour lui-même. J'ai regardé le billet sur la table entre nous, toujours aplati, captant toujours la lumière fluorescente. « Non, Tyler, ai-je dit. J'ai arrêté de te protéger. » Nathan a clôturé la réunion avec les conséquences pratiques, livrées sans cruauté mais sans adoucissement.
soit le contrat était suspendu avec effet immédiat, tous les paiements en suspens gelés en attente d'examen, et le dossier serait transmis aux autorités judiciaires externes si Tyler ne coopérait pas pleinement avec l'audit à l'avenir. Evelyn a fait glisser un dossier vers lui décrivant ses obligations pour les semaines à venir, documents à préserver, dossier à ne pas toucher, délai non négociable. Tyler n'a pas discuté. Il semblait, pour la première fois depuis que je le connaissais, incapable de se sortir d'une situation difficile par la parole. Il n'a rien rassemblé car il n'avait rien apporté d'autre que des attentes, et celles-ci venaient d'être démantelées devant 6 témoins qui comptaient pour sa survie professionnelle. En se levant pour partir, il m'a regardé une dernière fois et, un instant, j'ai vu quelque chose sous la colère, quelque chose de plus proche de l'homme que j'avais épousé avant que le succès ne réorganise la façon dont il se voyait. Je n'ai pas tendu la main à cet homme. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai rassemblé mon dossier, remercié Martin pour son travail, et je suis sorti de la salle de conférence dans un couloir qui semblait soudainement plus large qu'il ne l'avait été ce matin-là, comme si le bâtiment lui-même avait expiré. Tyler a quitté la salle de conférence comme un homme sortant d'un accident de voiture qu'il n'avait pas vu venir, assez stable pour se tenir debout, mais se déplaçant dans le couloir comme si le sol pouvait à nouveau bouger s'il marchait de travers. Il a appelé Chloé depuis le parking. Elle n'a pas décroché. Il a rappelé depuis sa voiture et encore depuis la banque 20 minutes plus tard, où un agent de crédit qu'il connaissait depuis des années lui a expliqué avec une distance professionnelle soignée que sa ligne de crédit professionnel était en cours d'examen maintenant que son plus gros contrat avait été suspendu. En début d'après-midi, 3 autres clients avaient appelé son bureau pour poser des questions pointues sur l'enquête, le mot s'étant propagé dans les cercles d'affaires de Chicago comme il le fait toujours, discrètement, puis d'un seul coup. Tyler m'a finalement jointe vers 16h et, au cours de cet unique appel téléphonique, je l'ai entendu passer par toutes les versions de lui-même qui lui restaient. D'abord, la colère. Comment avais-je pu l'humilier de cette façon? Comment avais-je pu laisser le conseil d'administration le traiter comme un criminel? Puis le déni, qualifiant l'arrangement de la société écran d'optimisation des flux de trésorerie, comme si un vocabulaire différent pouvait changer ce que les documents disaient. Puis le blâme, insistant sur le fait que j'avais cessé de lui prêter attention il y a des années, que Chloé l'avait simplement remarqué quand j'avais arrêté. Et finalement, quand rien de tout cela n'a fonctionné, la supplication, me demandant de dire au conseil que tout était un malentendu, que sûrement 18 ans signifiaient que je lui devais bien ça. Dis la vérité dans l'enquête, ai-je dit. C'est la seule aide que je puisse te donner. Je le pensais. Je n'étais pas intéressé à le punir au-delà de ce que les faits exigeaient, et je n'étais pas non plus intéressé à le protéger d'eux. Evelyn m'a aidé à demander la séparation de corps cette semaine-là et a mis en place des garanties raisonnables autour de nos comptes communs. Rien de vindicatif, rien en dehors des limites de la loi. Les limites de retrait de Tyler ont été ajustées, pas éliminées. On lui a donné une plage horaire pour récupérer ses effets personnels de la maison. Je n'ai touché à rien qui était uniquement à lui. J'ai déménagé dans un appartement de fonction pendant quelques semaines, principalement pour nous donner à tous les deux de l'espace pour respirer sans nous heurter dans notre propre cuisine. Sophie a appris pour le gala avant que j'aie eu la chance de le lui dire correctement. Un invité avait publié à ce sujet, la phrase « Je suis monté en gamme » étant apparemment un ragot trop bon pour y résister. Ma fille m'a appelé en larmes, non pas pour elle, mais pour moi, et j'ai pris une décision dans cette conversation que je crois toujours juste. Je n'ai pas démoli son père. Ton père a fait des choix, lui ai-je dit. Il est toujours ton père, mais je ne t'apprendrai pas que l'amour exige d'accepter l'humiliation. Elle est restée silencieuse à l'autre bout du fil pendant un long moment, puis elle a dit « D'accord, maman ». D'une voix qui semblait plus vieille que ses 23 ans. De l'autre côté de la ville, Tyler s'est rendu à l'appartement de Chloé, attendant du réconfort, et l'a trouvée en train de faire sa valise. En l'espace d'une journée, sa perception de lui s'était effondrée. Elle avait appris qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble qu'il prétendait coposséder. Elle avait appris que son entreprise avait des dettes qu'il n'avait jamais mentionnées. Elle avait appris que l'épouse qu'il décrivait comme contrôlante et froide était en fait une femme avec une carrière bâtie sur un jugement plus aiguisé que le sien. Et que le nom de son frère se trouvait maintenant au cœur d'une enquête pour fraude parce que Tyler l'avait utilisé sans demander ce que cela pourrait lui coûter. « Tu n'es pas monté en gamme », lui a-t-elle dit en fermant la valise. « Tu m'as entraîné dans une enquête pour fraude. » Tyler a essayé d'expliquer, d'adoucir les choses, mais Chloé n'était plus intéressée par la douceur. Elle a attrapé un vieux téléphone dans un tiroir.
son ancien téléphone, celui qu'il avait utilisé des mois plus tôt pour lui envoyer des instructions de paiement avant de passer à un modèle plus récent et d'oublier dans sa négligence que l'ancien existait toujours. Elle le lui a tendu, et il n'y avait plus de colère dans sa voix à ce moment-là, seulement l'épuisement plat de quelqu'un qui réalise tout ce qu'elle avait failli perdre pour un homme qui ne lui avait jamais dit la vérité sur rien. Les enquêteurs ont déjà une copie, a-t-elle dit. Le conseil d'administration a programmé une deuxième réunion la semaine suivante, celle-ci pour décider jusqu'où les conséquences devaient s'étendre. Et c'est dans cette salle qu'une version de mon histoire a finalement fait surface, que Tyler n'avait jamais vraiment comprise. Non pas parce que je l'avais cachée malicieusement, mais parce que j'avais passé des années à me faire plus petite pour qu'il n'ait pas à se sentir plus petit à côté de moi. 12 ans plus tôt, Northbridge avait failli s'effondrer à cause d'un rappel de produits qui menaçait de faire couler toute l'entreprise. J'étais alors directrice des opérations, encore à des années du titre que je détiens maintenant, et c'est moi qui avais retracé la défaillance à travers la chaîne d'approvisionnement, renégocié 3 contrats de fournisseurs que personne ne pensait pouvoir être renégociés. Et maintenu plus de 600 personnes employées pendant un trimestre qui aurait facilement pu se terminer par des licenciements massifs. Lorsque l'entreprise a eu besoin de capitaux pour se stabiliser, j'ai utilisé mes propres économies pour y investir. Cette participation, modeste à l'époque, avait grandi sur une décennie pour atteindre 14% de la propriété, un siège au conseil d'administration et un poids de vote qui comptait. Je n'en ai jamais fait la publicité auprès de Tyler. Il m'avait dit une fois, au début de notre mariage, en ne plaisantant qu'à moitié, qu'il ne voulait jamais avoir l'impression de vivre dans mon ombre, alors je me suis faite plus petite partout où il se tenait. J'ai gardé mon nom hors des publications spécialisées. Je suis resté en dehors des photos du conseil d'administration quand je le pouvais. Je l'ai laissé se présenter aux clients comme s'il avait construit son réseau entièrement seul, et je n'ai jamais mentionné que j'avais une fois soulevé en privé des inquiétudes quant à l'attribution du contrat de Northbridge, craignant que cela ne brouille une ligne que je prends au sérieux. Nathan l'a dit clairement devant Tyler, sur un ton qui n'était pas cruel mais qui n'adoucissait pas non plus la vérité. Votre entreprise a reçu ce contrat parce que Daniel s'est porté garante de votre intégrité. J'ai vu quelque chose atterrir sur le visage de Tyler qui a frappé plus fort que tout ce que les documents de Martin lui avaient montré. Pas la perte d'argent, mais la perte de la chose sur laquelle il avait construit toute son image de soi. Il n'avait pas gagné sa place dans cette pièce seule. J'avais ouvert la porte et m'étais retiré pour qu'il puisse croire qu'il l'avait ouverte lui-même. Il m'a demandé tranquillement de voter en faveur du maintien du contrat. Juste cette fois, a-t-il dit. Pour 18 ans, a-t-il dit, comme si le nombre lui-même portait une obligation. Je ne peux pas utiliser ma position pour protéger mon mari des preuves, lui ai-je dit. Cela ferait de moi exactement ce que tu as dit à tout le monde que j'étais, une femme qui n'avait pas sa place dans la pièce. Je me suis récusé du vote entièrement par principe et j'ai laissé les 6 autres membres du conseil décider sans moi. Ce fut unanime. Le contrat a été résilié. Son entreprise n'a pas été complètement détruite. Northbridge n'était pas intéressé par la politique de la terre brûlée, et moi non plus. Mais il a perdu son plus gros client et a été sommé de restituer les fonds liés aux factures falsifiées. En regardant le vote se dérouler, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas du triomphe, mais une sorte de deuil pour les années que j'avais passées à me rétrécir pour qu'il puisse paraître plus grand. Ce deuil n'a pas changé mon vote. Il était juste là, à côté. Ensuite, Evelyn a exposé les options de Tyler avec la même précision nette qu'elle apportait à tout. Il pouvait coopérer pleinement, rembourser les fonds et signer un règlement civil qui clôturerait l'affaire sans renvoi pénal. Ou il pouvait refuser et risquer un procès ainsi que la possibilité très réelle d'une enquête criminelle s'ouvrant à côté. Tyler m'a regardé une dernière fois ce jour-là, quelque chose de brut et de non gardé perçant à travers le calme qu'il essayait de maintenir depuis le gala. Après 18 ans, a-t-il dit, tu les choisis eux plutôt que moi. J'ai pensé à la table pliante de notre premier appartement. J'ai pensé aux nuits où j'avais couvert l'hypothèque seule et ne l'avais jamais mentionné au dîner. J'ai pensé à un billet de $100 glissant sur du lin blanc. Non, ai-je dit, après 18 ans, je choisis enfin la vérité plutôt que toi. Tyler a signé le règlement 3 jours plus tard. Evelyn m'a dit qu'il était resté dans son bureau pendant près de 2 heures avant de mettre son nom sur la page, non pas parce qu'il négociait les termes, mais parce que le signer signifiait admettre par écrit que tout ce sur quoi il avait construit son deuxième acte avait été emprunté. Gonflé ou carrément volé. Il a accepté de rembourser les fonds détournés sur 18 mois, a renoncé à sa licence de consultant en attendant un examen de l'État,
et a accepté un dossier permanent auprès du Conseil de l'industrie qui le suivrait dans chaque futur contrat qu'il essaierait de remporter. Les nouvelles vont vite dans les cercles d'affaires de Chicago, encore plus vite quand l'histoire contient un billet de $100. En 2 semaines, les clients restants de Tyler avaient discrètement commencé à prendre leur distance, aucun d'entre eux ne voulant être le prochain non mentionné à côté du sien dans un règlement pour fraude. Chloé était partie aussi à ce moment-là. De retour dans son propre appartement, son frère faisant face à une exposition juridique distincte pour avoir prêté son nom à une société écran qu'on lui avait dit être simplement une structure fiscale. La vie que Tyler avait cherchée cette nuit-là au gala s'était effondrée plus vite que le mariage dont il s'était éloigné pour l'obtenir. Je n'ai pas appelé pour prendre de ses nouvelles. Je n'en avais pas besoin. Sophie me tenait vaguement informé, veillant à ne pas se faire messagère entre nous. Et à travers elle, j'ai appris que Tyler avait emménagé dans un condo en location du côté ouest, plus petit que tout ce dans quoi il avait vécu depuis une décennie, et qu'il avait commencé à passer des appels à d'anciens contacts d'avant Northbridge. Des hommes qu'il avait autrefois considérés comme inférieurs à ses ambitions. Pour moi, les semaines qui ont suivi ont moins ressemblé à une victoire qu'à une excavation, déblayant les parties de ma vie qui avaient été construites pour me rendre arrangeante. Je suis retourné vivre dans la maison pour de bon, j'ai repeint la chambre d'une couleur à laquelle Tyler avait toujours mis son veto, et j'ai accroché au mur 2 photographies qui étaient restées dans un placard pendant 6 ans parce qu'il pensait qu'elles juraient avec les meubles. De petites choses, mais les petites choses faites pour personne d'autre que soi-même ont une façon de s'additionner pour former quelque chose qui ressemble à un sol ferme sous ses pieds à nouveau. Nathan m'a demandé fin novembre si j'envisagerais d'occuper un poste nouvellement créé de directrice de la stratégie, un poste qui formaliserait l'influence que j'avais discrètement exercée à Northbridge pendant plus d'une décennie. J'ai dit oui sans avoir besoin de 3 jours pour y réfléchir, comme j'aurais pu le faire autrefois. Evelyn a organisé un petit dîner pour marquer le coup, rien d'extravagant, 6 personnes autour d'une table qui ne m'obligeait à gérer l'ego de personne d'autre que le mien. Tyler m'a recontacté une fois de plus début décembre, par un texto plutôt qu'un appel, demandant si nous pouvions parler, juste en tant que 2 personnes qui s'étaient aimées. J'y ai réfléchi plus longtemps que je ne m'y attendais. Finalement, j'ai accepté une conversation dans un café près de mon bureau, en plein jour, sans public et sans rien à prouver. Il avait l'air plus petit de l'autre côté de cette table qu'il ne l'avait été en 18 ans, pas physiquement, mais dans un registre plus silencieux que je ne pouvais nommer. Il s'est excusé, et pour la première fois, cela ressemblait à des excuses plutôt qu'à une négociation. Il ne m'a pas demandé de reconsidérer le mariage. Il m'a demandé à la place si je pensais qu'il pourrait un jour reconstruire quelque chose d'honnête, ailleurs, avec quelqu'un d'autre, sans répéter le même schéma. Je ne sais pas, lui ai-je dit honnêtement. Mais ça ne commencera pas en empruntant le nom de quelqu'un d'autre pour faire paraître le tien plus grand. Il a hoché la tête. Et un instant, j'ai revu le garçon de l'appartement avec la table pliante. Celui qui m'appelait à minuit juste pour partager une idée avant d'apprendre à l'appeler la sienne seule. Je n'ai pas tendu la main à ce garçon. Je l'ai laissé là, un souvenir plutôt qu'une invitation. En sortant de ce café dans l'air froid de décembre, j'ai sorti le billet de $100 de la poche de mon manteau. Je l'avais porté pendant 2 mois à ce moment-là, à travers chaque réunion, chaque signature, chaque décision tranquille qui avait reconstruit mes fondations, une planche à la fois. Je l'ai regardé sous le lampadaire un long moment, puis je l'ai plié une fois et l'ai glissé dans une enveloppe adressée à un fonds de soutien pour les victimes de violences domestiques et d'abus financiers que l'entreprise parrainait depuis des années. Un fonds auquel je n'avais jamais eu de raison personnelle de penser beaucoup avant cette nuit au gala. Certains symboles doivent être dépensés pour autre chose que le moment qui les a créés. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Tyler a jeté un billet de $100 sur une nappe en lin et m'a dit qu'il était monté en gamme. Au début du printemps, le divorce était finalisé, déposé et réglé sans une seule scène au tribunal. Tout était divisé comme 2 adultes raisonnables divisent 20 ans de vie commune lorsque l'un d'eux a cessé de se battre pour le mariage et a commencé à se battre pour la vérité à la place. Northbridge a conclu son accord d'expansion en mars, celui que j'avais passé toute cette soirée de gala à protéger, et le conseil d'administration a officialisé mon rôle de directrice de la stratégie ce même mois. Je n'ai pas considéré ce titre comme une victoire sur Tyler. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de mesurer ma vie à l'aune des décombres de la sienne. Sophie et moi nous étions installés dans quelque chose de plus stable que ce à quoi nous nous attendions. Elle voyait toujours son père selon ses propres termes, à un rythme qu'elle contrôlait plutôt qu'un qu'il exigeait. Elle m'a dit une fois qu'elle n'avait plus besoin que je lui explique ce qui s'était passé entre nous,
car regardez comment je m'étais comporté par la suite l'avait mieux expliqué que les mots n'auraient pu le faire. Cela comptait plus pour moi que presque tout ce qui est sorti de cette année-là. Tyler, de l'avis de tous, reconstruisait quelque chose de plus petit et de plus honnête que ce qu'il avait perdu. Il avait pris une poignée de clients modestes, aucun d'entre eux n'étant à l'échelle de Northbridge. Et d'après ce que Sophie mentionnait en passant, il semblait faire le travail lui-même maintenant, au lieu d'emprunter le nom de quelqu'un d'autre pour le faire paraître plus grand. J'espérais que c'était vrai. Je n'en avais plus besoin, mais je l'espérais quand même. En avril, une enveloppe est arrivée à mon bureau sans adresse de retour, juste mon nom et une écriture que j'ai reconnue immédiatement. À l'intérieur se trouvait un billet de $100 et une courte note de 4 lignes. Tu avais raison. Je n'ai jamais compris ce que quoi que ce soit coûtait. J'essaie d'apprendre maintenant. J'espère que cela signifie quelque chose, même si ça ne change rien entre nous. Je suis resté avec un moment à mon bureau, retournant le billet une fois, puis une autre. Ce n'était pas le même billet que j'avais emporté de cette salle de bal la nuit où tout a changé. Celui-là, je l'avais plié dans une enveloppe pour un fonds qui aide les gens à se reconstruire après exactement le genre de préjudice financier que Tyler avait causé. Celui-ci était nouveau, offert sans condition, un petit acte de comptabilité d'un homme essayant enfin de régler une dette qui n'avait jamais vraiment été une question d'argent. Je ne l'ai pas encadré. Je ne l'ai pas gardé dans un tiroir comme preuve de quoi que ce soit. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie et lui ai demandé si elle voulait dîner au petit restaurant italien près de l'ancienne maison, celui où nous allions avant que Tyler ne décide qu'il n'était pas assez sophistiqué pour la version de lui-même qu'il essayait de devenir. Elle a dit oui avant même que j'aie fini ma phrase. Nous nous sommes assises à une table d'angle, du genre bancal dont nous nous moquions autrefois, et nous avons parlé de rien d'important et de tout ce qu'il était, sa thèse, un garçon dont elle n'était pas encore sûre, si je dormais assez. Quand l'addition est arrivée, j'ai ouvert mon portefeuille et j'ai posé le billet de $100 de Tyler dessus. Sophie l'a reconnu immédiatement. C'est celui que papa a envoyé. Oui, ai-je dit. Pourquoi le dépenser? Tu aurais pu le garder. L'encadrer même. Une preuve de tout. J'y ai pensé un moment, regardant la lumière de la bougie capter le bord du billet. Parce que je n'ai pas besoin de porter son insulte pour me souvenir de ma valeur, lui ai-je dit. Je sais déjà ce que je vaux. Je n'ai pas besoin d'un morceau de papier pour garder le souvenir à ma place. Il restait de la monnaie après le billet, et je l'ai laissé avec un peu plus pour la femme qui travaillait tard. L'air fatigué, gentille, le genre de femme qui me rappelait un peu moi-même 20 ans plus tôt, avant que je ne comprenne à quel point je devrais récupérer ma propre valeur, une décision à la fois. Nous sommes sortis dans la fraîche soirée d'avril. Le bras de Sophie passait dans le mien, et je suis rentré à la maison, une maison qui me semblait enfin entièrement la mienne. Personne ne m'y attendait. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne ressemblait pas à une absence. Cela ressemblait à un espace pour respirer. Tyler a cru un jour qu'une montée en gamme signifiait quelqu'un de plus jeune. Chloé, pendant un temps, a cru que cela signifiait quelqu'un de plus riche. J'ai appris à la dure, puis par la guérison, que la vraie montée en gamme n'a jamais été une question de qui se tenait à mes côtés. C'était d'apprendre à me tenir pleinement dans une pièce sans me rétrécir pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Il m'a donné un billet de $100 parce qu'il pensait que c'était assez pour mesurer tout ce qu'il laissait derrière lui. Il avait tort. Mais à la fin, cet argent a quand même acheté quelque chose qui en valait la peine, un dîner avec ma fille, un bon pourboire pour une femme fatiguée travaillant tard. Et une dernière leçon, que je pense ne jamais oublier, la dignité n'a jamais été quelque chose qu'il pouvait me prendre avec un morceau de papier. C'était quelque chose que j'avais tranquillement construit toute ma vie, bien avant qu'il ne le remarque. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Daniel cette nuit-là? L'auriez-vous confronté sur le champ devant tout le monde, ou auriez-vous attendu comme elle l'a fait et laissé la vérité parler? J'adorerais savoir d'où vous regardez et ce que vous auriez fait différemment. Il y a tellement plus d'histoires comme celle-ci qui vous attendent. Alors, si ce voyage a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et restez proches. Je ne veux pas que vous manquiez ce qui va suivre. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.